bonjour, bienvenue à tous. Donc, dans ce dernier grand débat de l'Université de la e-santé de Castres-Mazamet, édition 2024. Et quel grand débat cet après-midi, totalement fascinant, l'utilisation de l'intelligence artificielle et des données de santé artificielle pour bouleverser nos méthodes de recherche clinique, utiliser par exemple des jumeaux digitaux, des clones digitaux, des cohortes non pas de véritables individus, mais des cohortes d'individus virtuels pour mener des recherches, elles, tout à fait réelles. Alors, c'est déjà le cas dans plusieurs pays. Aux États-Unis, il y a 2 programmes de ce type qui viennent d'être reconnus par la FDA, qui est l'autorité de contrôle. C'est autant vous dire qu'on parle de choses extrêmement sérieuses et concrètes aujourd'hui. Et les choses bougent, pas qu'aux États-Unis, mais de ce côté-ci de l'Atlantique également. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec les invités autour de cette table. Jean-Louis Freyss, qui est bien connu de cette université à Castres. Vous avez fondé, je le rappelle, et vous dirigez la société Bot Design à Toulouse. Nouria Pérez, bien connue également de cette université de Castres, directrice médicale et relations patients au laboratoire Pierre Fabre, intéressée bien entendu au premier chef par ces nouvelles méthodes de recherche clinique. Stéphanie Alassonnière, vous êtes professeure en mathématiques appliquées et statistiques à l'université Paris-Cité. Et vous allez nous expliquer, autant que l'on puisse le comprendre, comment vous travaillez sur ces modèles mathématiques et algorithmiques. Le docteur Fabrice Ferré, médecin anesthésiste réanimateur au CHU de Toulouse, et vous avez travaillé avec Stéphanie, entre autres, sur la vérification de tous ces modèles mathématiques. Lise Alter, qui est directrice générale de l'Agence de l'innovation en santé, et qui nous dira aujourd'hui ou à quel terme on va pouvoir utiliser et être reconnu dans ces méthodes de ce côté-ci de l'Atlantique et en France notamment. Nouria Pérez, peut-être avant de rentrer alors, dans la technique, dans les modèles mathématiques complètement bluffants et fascinants, on va peut-être parler d'humains quand même dans un premier temps, puisque c'est tout de même pour des humains, des patients pour lesquels on travaille. Pour vous qui dirigez la partie donc, médicale, je rappelle, chez Pierre Fabre, quel est l'enjeu de faire de la recherche clinique sur, allez, on va les appeler des avatars, des clones virtuels, des jumeaux numériques, en tout cas des individus digitaux, plutôt que sur des véritables personnes? Alors, bonjour à tous et merci de m'avoir invité à cette table ronde, car effectivement, nous avons beaucoup de choses à partager. Une conviction, c'est que demain, cette approche qui permet d'utiliser les données virtuelles devrait nous permettre d'accélérer l'accès au marché et accélérer l'accès pour les patients à des thérapies innovantes. Et pourquoi je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, quand vous développez un médicament, c'est le cas chez Pierre Fabre, nous devons effectuer des études cliniques qui prouvent l'efficacité de notre médicament. Parfois, c'est versus un médicament déjà existant, si on cherche à l'améliorer. Parfois, ça peut être face à ce qu'on appelle un placebo, donc on va dire rien du tout, pour prouver que votre nouvelle thérapie est efficace. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand nous faisons ces études cliniques, qui parfois incluent un nombre de patients important, vous allez donc expliquer à un patient, s'il souhaite participer à l'étude, déjà il va falloir le convaincre, et puis ensuite vous allez lui dire qu'il va être randomisé, c'est-à-dire tiré au sort pour rentrer dans le groupe traitant ou dans le groupe comparateur. Je rappelle, ça peut être un médicament existant ou bien un placebo. Et là, le patient va se poser quand même beaucoup de questions parce qu'il va se dire, on me propose de participer à une étude clinique, ce qui est super parce que j'en ai besoin, mais peut-être que je vais tomber dans le bras placebo, il n'y a rien. C'est un sujet complexe parce que c'est vrai que ce patient, finalement, peut-être, il va décider de ne pas participer à l'étude clinique. Oui, parce que le patient se dit, j'ai une pathologie, j'ai une maladie. Alors, par exemple, en dermo, pour ce qui vous concerne vous, j'en souffre depuis des années. On me propose enfin de participer à une étude où on va peut-être trouver un médicament contre ma maladie, mais j'ai juste une chance sur 2 de recevoir ce médicament qui va me permettre pas de guérir, en tout cas de vivre avec cette pathologie. C'est extrêmement déstabilisant pour un patient. Et autant il y a quelques années, pouvait encore dire oui, autant aujourd'hui il y a une exigence qui fait qu'ils sont
plus forcément tout à fait d'accord? Je crois que l'exigence, elle vient c'est une exigence réglementaire. Nous sommes obligés de prouver le médicament, son efficacité. Donc ça se comprend, réglementairement parlant, mais d'un point de vue patient, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que, si je donne un chiffre qui est important aujourd'hui, 70% des patients qui souffrent d'un cancer disent être volontaires et souhaiter participer à une étude clinique. Il n'y en a que 5% qui sont inclus. Et 20% des études en oncologie n'arrivent pas à bout. Alors il y a beaucoup de raisons, mais certaines... Et j'en ai connu une, en tout cas nous, chez Pierre Fabre, c'est que nous n'avons pas réussi à aller trouver ce patient. Et la raison était le fameux groupe placebo qui bloquait le patient qui se disait finalement, j'ai déjà la mauvaise chance d'avoir ce cancer, je ne vais pas y participer. Donc je me dis que les données virtuelles devraient nous permettre d'effectivement constituer de façon augmentée, virtuelle, cette cohorte placebo et nous permettre ainsi d'aller jusqu'au bout de nos études et de prouver si le traitement est efficace. Donc ça nous permet d'améliorer pour le patient sa chance d'être dans le groupe traitant. Ça nous permet aussi d'aller plus vite, parce que ça va plus vite en recrutement. Et ça nous permet aussi à nos industries de réduire un peu les coûts. Et ça, c'est important, parce que si on réduit les coûts, c'est pour les investir sur d'autres projets. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, tout ça, je crois que c'est porteur de beaucoup d'espoir. Et quand vous dites ça nous permet d'aller plus vite, là aussi, il y a un facteur psychologique chez les patients. Les patients, notamment les plus jeunes apparemment aujourd'hui, vous demandent à vous, laboratoire, d'aller de plus en plus vite. Alors une étude, ça demande toujours des années et du temps. Tout à fait. Et c'est vrai que aujourd'hui, chez Pierre Fabre, on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut y aller? La réglementation est complexe. Est-ce que les médecins vont accepter ces données-là? Parce que finalement, on va dire qu'on compare un groupe traitant versus un groupe virtuel. Est-ce que les médecins vont accepter? Est-ce que ça va être publié dans une revue scientifique? Qui va en faire une référence? Donc il y a beaucoup de questions. Mais les patients nous le demandent aussi. Et donc c'est pour ça que chez Pierre Fabre, on a rencontré la société Bot Design et on a pris une étude. Et nous sommes en train d'y travailler et elle va... très prochainement pouvoir débuter en début d'année prochaine. C'est une étude dans laquelle on vise à prouver pour des patients qui souffrent de l'acné sévère et qui sont sous traitement avec un médicament très efficace mais qui a une durée très courte, on vise à prouver qu'en relais de ce médicament, si on associe un dermocosmétique, il y a moins de possibilités de faire une rechute de l'acné. L'acné est une maladie qui impacte beaucoup les jeunes, qui impacte leur image, leur mental. On a des traitements, mais c'est une maladie très longue, très compliquée parfois à gérer. Et nous sommes convaincus que l'association médicaments dermocosmétiques améliorera ça. Alors on doit faire une étude, groupe traitant avec un médicament, groupe à côté, médicament plus dermocosmétique. Là aussi, recruter un patient et lui dire « Toi, tu seras dans le groupe médicaments dermocosmétiques, qui est celui où nous pensons meilleur. Toi, tu seras dans le groupe que médicaments et tu feras la rechute après. » C'est pas simple. Alors, dans ce contexte, on s'est dit, travaillons avec Bot Design pour créer cette cohorte augmentée virtuelle et essayons de gagner du temps. Et on vise à faire le recrutement au lieu de 1 an en 6 mois. Donc, on vise à gagner 50% de notre temps sur cette étude et pouvoir derrière apporter les données au plus vite chez le médecin. Alors, c'est là qu'on a un exemple extrêmement concret d'études à mener sur de l'acné, donc une maladie de peau. On pense tout de suite au toucher, à l'importance d'avoir un toucher dans les études que l'on fait. Et pourtant, on dit qu'on va faire une cohorte virtuelle pour savoir si on trouve de meilleurs traitements contre l'acné. Elle va être très pédagogique. Jean-Louis, on va poser les choses. De manière générale, une cohorte virtuelle, c'est quoi ? Est-ce que c'est des individus sur un jeu vidéo et j'ai mes petits personnages et je vais pouvoir faire de l'acné dessus? Alors, d'abord, première chose, très heureux d'être à Castres, hier et aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, avant de rentrer dans ta question, pardon, tu m'as voulu, je te tutoie. On peut se tutoyer. Avant de commencer, l'idée avec les patients artificiels, les données artificielles, c'est surtout pas de remplacer la totalité des patients, c'est de la compléter quand on en manque. Ça, il faut le marteler toujours parce qu'on travaille sur ces sujets avec tous les acteurs de la table ronde et c'est important. Et c'est les maladies rares, les patients fragiles, les femmes et les enfants, c'est les patients atteints de cancer. Alors, une cohorte de patients virtuels, de patients artificiels, pardon, c'est quoi? D'abord, comment est-ce qu'on l'a fait? Donc, comment est-ce qu'on l'a fait? On va toujours partir de patients réels. C'est-à-dire que là, dans le cas de l'étude clinique dont on est en train de parler,
il est prévu que ce soit un certain nombre de patients dans le bras traité, dans le bras contrôle. Eh bien, ces patients-là, on va les recruter malgré tout. Par contre, eh bien, à partir de ces patients recrutés, avec des techniques qu'on a développées en commun avec l'Université Paris-Cité et la professeure à la Saunière, qui sont des VAE, c'est du deep learning, Stéphanie en reparlera tout à l'heure, eh bien, on va augmenter ces patients et du coup, ce qui va permettre quoi ? Ce qui va permettre d'aller plus rapidement. Pourquoi ? Parce qu'on sait que dans les études cliniques, on l'a dit, déjà on a du mal à recruter, puis il y a des patients qui ne restent pas dans les études cliniques et on a du mal à les terminer dans les temps et du coup, ces patients, ils vont nous aider à ça. Alors après, tu disais, mais la maladie de Pau, est-ce qu'on va retrouver la peau sur le patient artificiel ? C'est ça, parce qu'on se dit que Alors, vous puissiez copier le poids, la taille, l'âge, je ne sais pas, certaines caractéristiques de gènes ou autres, je veux bien entendre, mais est-ce que vous avez copié, je sais pas, des photos d'acné, des images ? Alors, on pourrait le faire, mais dans un premier temps, ce n'est pas comme ça qu'on va structurer l'étude. Quand on va avoir un patient dans une étude clinique, un patient réel, eh bien, on va l'inclure parce qu'il a eu de l'acné, qu'il est stabilisé. Et donc, du coup, ce patient-là, il va être suivi et on va aller mesurer un certain nombre d'indicateurs, c'est-à-dire, je parle sous le contrôle de Nourel, bien sûr, mais peut-être une taille de acné au centimètre carré, peut-être. Et puis, on a beaucoup d'indicateurs biologiques également. Et puis, on a des indicateurs de qualité de vie. Et tous ces indicateurs, eh bien, nous, on n'en fait pas des images, on en fait, pour l'image, des super tableaux Excel. Et donc, c'est à partir de tous ces indicateurs qu'on va faire des patients augmentés et qu'on va pouvoir aller vérifier dans le bras contrôle comment est-ce que ce bras contrôle qui est constitué, je dis bien à partir de patients réels recrutés, il va évoluer par rapport au bras qui va être traité. Donc du coup, dans un premier temps, on n'essaie pas de reconstituer des images. Par contre, on reconstitue des patients avec leurs caractéristiques de qualité de vie, avec leurs caractéristiques de biologie et de la pathologie classiquement. Alors, autre question de Béotien, parce que ça va vraiment être le cas tout au long de cette table ronde. Il faut un minimum de patients. Quand tu dis qualité de vie, ça veut dire quoi comme élément de qualité de vie derrière ? Comment est-ce que l'on sait que notre base de données, notre base de patients réels, elle est vraiment très représentative et donc que notre base de patients virtuels seront aussi représentatifs que les réels ? Alors, ça évidemment, c'est une question très importante. Et puis, vous savez que c'est des sujets où on a l'habitude de dire le plâtre, il n'est pas complètement sec. Par contre, il est presque sec. Il s'essuie aussi. Mais donc du coup, si tu veux, aujourd'hui, on est en train de travailler tous ensemble sur des standards, des courbes qui permettraient de dire, dans tel cas de figure, il faut un minimum de patients. Alors, la théorie, c'est quoi aujourd'hui et ce qu'on voit ? Parce qu'évidemment, on n'en est pas à nos premières bases de données augmentées, en particulier Stéphanie à la Saunière. Et donc, on sait quoi ? On sait que, quoi qu'il en soit, je vais prendre l'exemple des maladies rares parce qu'il est très parlant. Dans les maladies rares, on a les maladies rares et les maladies ultra rares. Donc, dans les maladies rares, on peut avoir des groupes de 50, 60, 70 patients. Dans les maladies ultra rares, on peut avoir des groupes de 6 patients, 8 patients, 9 patients, 10 patients. Donc ça, c'est une première chose. Et vous voyez que c'est complètement différent. Et puis ensuite, par patient, on peut avoir un certain nombre de variables. Variables, c'est le poids, la taille, la tension, enfin on en a plein. Et donc, du coup, il va falloir réfléchir en combinant le nombre de patients et le nombre de variables par patient. Plus on a de patients, moins on a besoin de variables par patient. Mais enfin, il faut en avoir un minimum quand même. Et par contre, moins on a de patients, plus on va devoir avoir de variables par patient. Et ensuite, on sait qu'aujourd'hui, on est en capacité d'être très fiable pour les maladies rares, mon exemple de départ. Pour les maladies ultra rares, il faut qu'on démontre plus. Et peut-être qu'on démontrera que pour les maladies ultra rares, pour 8 patients avec 50 variables, eh ben, ce n'est pas possible parce que l'intelligence artificielle, dans ce cas-là, elle peut-être pas tout résoudre. Je peux faire une analogie avec les sondages, par exemple. On sait que tel échantillon de sondage, finalement, est assez représentatif. On est là sur des lois mathématiques, d'ailleurs, avec des paliers
en termes, c'est pas des courbes linéaires, on est vraiment sur des paliers en termes d'échantillonnage, les fameux échantillonnages au 1000. C'est un petit peu la même chose avec des cohortes numériques, des cohortes virtuelles. C'est un petit peu la même chose parce qu'on va extrapoler, évidemment, mais dans un sondage, on a l'habitude de dire, il faut que le nombre de personnes soit significatif. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la recherche clinique, nos statisticiens, ça, le docteur Ferré en parlerait mieux que moi, eh bien, ils vont définir le nombre minimum de patients qu'on va devoir avoir pour que ce soit représentatif. Et du coup, je voulais boucler, parce que ta question était hyper intéressante, c'est sur la qualité de vie. Mais alors, sur la qualité de vie, comment on fait ? Mais très simplement parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des questionnaires de qualité de vie en fonction, alors il y a des questionnaires très classiques, et puis après, il y en a des spécifiques d'ailleurs pour la dermato. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On a un patient devant nous, on lui pose des questions, à chaque question, il y a un score, et quand on cumule le score, eh bien, on a un indicateur de qualité de vie, et nous, c'est cet indicateur de qualité de vie qui a un score qu'on va mettre dans une cellule de notre tableau Excel. Et dans ce tableau Excel, ce qui est assez fascinant, c'est qu'en multipliant ou en augmentant la taille de ces patients virtuels, vous arrivez à voir ou à repérer alors des éléments, des marqueurs qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, qu'on ne voit pas sur des échantillons plus petits. C'est bien cela ? Alors ça, c'est le gros intérêt parce que dans les pathologies, vous savez, on parle souvent de signaux faibles. Et donc, ce sont des signaux qui sont manifestés de manière tellement infime que quelquefois, le professionnel de santé, il passe à côté. Par exemple ? Par exemple, en pneumologie. Quand on a, je prends toujours cet exemple-là parce que j'ai travaillé dans ce domaine pendant un petit moment, on savait qu'à domicile, on a des patients qui ont un problème pneumologique grave, une BPCO par exemple, qui sont stabilisés. Et puis, on sait qu'en fonction de la couleur des crachats, à un moment donné, excusez-moi, après le repas, c'est pas très sympa, mais en tout cas, ça marche comme ça. Quand on combine la couleur des crachats et puis le fait que le patient marche moins, le fait que le patient mange moins, et ben, quand on pris individuellement, c'est des choses qu'on ne voit pas. Et par contre, quand on cumule tout ça, l'intelligence artificielle, elle est capable de dire très tôt en amont, halte là, le patient il est en train de se dégrader et il va faire ce qu'on appelle exacerber. Et donc du coup, dans nos bases de données artificielles, on est capable d'amplifier plutôt de manière raisonnable un certain nombre de phénomènes qui vont permettre de nous alerter plus rapidement. Alors, ces patients artificiels, on leur fait quoi ? On peut les triturer comment ? On peut les modifier comment ? On peut les vieillir en 3 secondes ? Alors, on reparlera tout à l'heure de ça, mais il y a un véritable enjeu de réglementation, puisque évidemment, il faut que ces patients artificiels soient reconnus pour ce qu'on appelle la validation des produits de santé. Les produits de santé, grosso modo, ce sont les dispositifs médicaux et bien sûr, royalement, les médicaments. Et donc, du coup, pour qu'aujourd'hui un médicament soit mis sur le marché et bien sûr après peut-être remboursé, il va falloir qu'il fasse la preuve de son efficacité, de sa non-toxicité, en tout cas que le bénéfice-risque soit positif. Et donc, du coup, évidemment, pour ça, aujourd'hui, on a des méthodes classiques qui sont les méthodes réelles en double bras contrôle. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on travaille avec l'association que nous présidons avec Stéphanie Alassonnière, qui s'appelle Silica, on est un relais des régulateurs avec le soutien de l'AIS, on en reparlera tout à l'heure, le soutien très actif de l'AIS, pour que les régulateurs, c'est-à-dire en France, la Haute Autorité de Santé, la NSM, l'EM en Europe et la FDA, qui a déjà intégré ce type de données aux US, eh bien, acceptent ces méthodologies comme étant des méthodologies complémentaires aux méthodologies classiques. Et pour ça, voilà, je reviens à ma question, on leur fait quoi ? Mais j'y reviens tout de suite. On ne peut pas les triturer n'importe comment, parce que si tu dis au régulateur, mais attendez, alors le patient, on en fait exactement ce qu'on en veut, le patient réel, tu vois, tu ne vas pas le chercher le matin, tu ne l'amènes pas où tu veux, et puis tu ne lui dis pas, mangez 3 fois plus de médicaments que vous avez prévu. Donc ces patients-là, on va surtout regarder leur trajectoire, et aujourd'hui, on a mis en place des modèles longitudinaux, peut-être que Stéphanie nous en reparlera tout à l'heure, qui permettent de visualiser complètement l'évolution du patient, mais aussi
de prédire son évolution. Et donc ces patients-là, ils servent également à ça parce que du coup, on travaille sur les tendances. Ouais, deux petites questions effectivement encore terre à terre avant de passer la parole à Stéphanie pour qu'on voit jusqu'où peut nous amener aussi l'intelligence artificielle en matière de cohorte virtuelle. Tu as dit tout à l'heure, on crée un super tableau Excel avec plein de données dedans. Si j'ai bien compris, c'est pas que du tableau Excel. On peut aussi avoir de l'image et on va pouvoir faire évoluer de l'image. Je pense notamment à des clichés ou des images que vous avez sur Alzheimer. Alors, en deux secondes, quand on parle de tableau Excel, on parle de ce qu'on appelle des données tabulaires, c'est-à-dire alphanumériques. Mais aujourd'hui, Stéphanie avait d'ailleurs commencé là-dessus, elle a augmenté des données de radiologie, donc c'était des images. Et aujourd'hui, on est en capacité d'augmenter d'autres types de données, dont des données multimodales, c'est-à-dire en combinant des données d'imagerie et des données alphanumériques. Et on est très en avance sur un certain nombre de travaux un peu confidentiels que je garderai là. Ouais, justement, elle va pouvoir compléter là-dessus Stéphanie. Par exemple, sur Alzheimer, on arrive à avoir quoi comme données et qu'est-ce que l'on va combiner là-dedans ? Alors, les techniques d'augmentation de données, on les a d'abord testées sur les données Alzheimer parce qu'on avait la chance d'avoir accès à une base de données très riche, qui est une base de données américaine, avec plein de choses, des données d'imagerie, des diagnostics, des données de patients suivis très longtemps, puisque cette base a presque 20 ans. Et donc, on a commencé par ces données-là. La question qui se pose avec ces maladies-là, c'est est-ce qu'on peut détecter le plus tôt possible les maladies ? Donc, la question de classifier les patients, est-ce que c'est un patient Alzheimer ou pas, et du coup de lui faire la ponction pour vérifier, doit pouvoir se traiter le plus tôt possible. Donc, notre question, c'était, est-ce qu'on peut augmenter les puissances statistiques des classifieurs ? Les classifieurs. Un classifieur, c'est un truc qui classifie. D'accord. C'est blanc, c'est noir. Voilà. Okay. C'est très facile. C'est maladie d'Alzheimer ou c'est pas maladie d'Alzheimer ? Voilà, c'est Okay. Alzheimer ou pas Alzheimer. Ça, je comprends. Et donc, c'est un problème assez complexe. C'est comme si je vous demandais de classifier homme-femme simplement si vous avez la taille de la personne. Évidemment, vous ne pourrez jamais, parce qu'il y a un recouvrement. Les malades d'Alzheimer, il y a des malades d'Alzheimer qui vont avoir des caractéristiques biologiques ou physiologiques dans l'imagerie qui vont être très proches, voire même être relativement communes à des patients contrôle. Voilà. Donc, on ne peut pas avoir du blanc ou noir, il y aura forcément une petite zone de gris. La question, c'est à quel point on peut la réduire. Et avec le moins de patients possible, parce qu'on voudrait le faire très tôt. Et donc, on a pris cette base de données, on a pris 50 patients dans chaque catégorie. On avait des IRM cérébrales à 4 millions de voxels, donc cette fois-ci, j'avais 4 millions de variables, tout l'IRM. On a augmenté jusqu'à 5 000, même 10 000 patients artificiels. Et on a entraîné un classifieur. Donc un classifieur, c'est quelque chose qui va regarder, qui sait la réponse, blanc ou noir, et puis qui, quand on lui en donne un nouveau, va le mettre dans une case. Et on vérifie si c'est un bon. Et en fait, on a réussi à complètement dépasser le plafond de verre, parce que ce plafond de verre n'arrivait pas à avoir assez d'informations. 50 patients, c'est frustre. Il y a énormément de choses qui sont, on ne va pas dire cachées, mais que vous pouvez comprendre si vous modélisez correctement la population. Typiquement, si je reprends les tailles des adultes, on sait très bien que 50 personnes, 50 tailles adultes, ça ne va pas me décrire la population. Par contre, je peux modéliser ça, je sais que c'est assez fiable, comme deux courbes gaussiennes, donc les deux fameuses cloches, les femmes, les hommes, et puis il y a 50% dans chaque côté. Donc je fais cette hypothèse-là, et d'un seul coup, je vais avoir un modèle, je vais pouvoir recréer des hommes et des femmes, des grands, des petits, etc. Et je fais pareil. Je fais cette hypothèse de modèle mathématique derrière. Je rééchantillonne selon cette population. Donc j'ai le modèle, je crée des nouveaux patients. Et à partir de là, mon classifieur voit beaucoup plus d'informations qu'au départ, puisque j'ai réussi, avec le modèle mathématique, à cerner de manière plus globale la population, et donc d'avoir une connaissance, en tout cas une hypothèse que la population est répartie de la sorte. Et du coup, mon classifieur, il est beaucoup plus content. Et donc on a augmenté d'à peu près 8 à 10% les taux de classification qui plafonnaient. Vraiment, on était arrivé à un vrai plafond méthodologique, quoi. Enfin, on n'avait pas les méthodes pour. Et donc, les techniques qu'on a là, c'est vraiment des techniques qui ont mis des modélisations mathématiques dans le deep learning pour les rendre plus robustes au fait qu'on avait peu de données en très grande dimension.
Tout ce que vous nous dites, il y a beaucoup de personnes, je suppose, dans l'amphi, dans cette salle aujourd'hui, qui découvrent un petit peu, qui ne sont pas familières avec les corps numériques, les jumeaux numériques ou autres. Et je fais attention parce que pour vous, ce n'est pas la même chose d'un côté ou de l'autre. On va repréciser que vous, ça fait longtemps que vous travaillez sur ces modèles. Alors, sur les modèles sans deep learning, oui, je dirais que dans 2 ans, ça fera 20 ans. Voilà. Donc, on n'est pas sur une nouveauté, Non, et il y a non. déjà beaucoup d'expériences menées, de thèses, de littérature et d'études que vous avez fait d'ailleurs. Oui. Alors, sur tout ce qui est production de modèles de population, pour essayer de comprendre comment et la population, comment elle évolue, etc. On a énormément travaillé, on en est arrivé à des travaux qui arrivent à véritablement anticiper des diagnostics sur des jumeaux numériques, cette fois-ci le jumeau. Donc vous, votre version complètement digitale, avec toutes les caractéristiques qu'on a aujourd'hui, on est capable de le traiter, de vous positionner sur une dynamique, comme les enfants sur les carnets de santé. Hop, petit, grand, sera plus grand que moi dans 3 ans, etc. Donc ça, on sait faire depuis très longtemps. La nouveauté dans les cohortes artificielles qu'on a proposé là, c'est qu'il y a un moment où les modèles qu'on avait avant sont limités par le fait de réussir à écrire l'équation. Tant que j'arrivais à écrire les équations, complexes parfois, ça allait. Il y a un moment, le phénomène est trop compliqué. La puissance du deep learning, c'est qu'en fait, les équations, elles sont faciles à chaque fois, mais quand vous les combinez toutes ensemble, ça fait une équation beaucoup plus complexe qui explique bien plus de phénomènes puisque vous avez une diversité d'équations qui peuvent expliquer les choses. Donc là, vous n'en êtes pas au jumeau numérique, vous êtes vraiment à caractériser la population dans sa globalité pour pouvoir rééchantillonner des gens qui n'existent pas dans cette population. Et ça, c'est la partie nouvelle que j'ai commencée il y a 4 ans. Pour montrer, pour que on puisse, chacun d'entre nous, peu importe son niveau de connaissance scientifique, arrive aussi à comprendre la puissance de calcul que vous allez développer. Bien sûr, vous allez pouvoir créer demain mon jumeau numérique, prenez ma taille, mon poids, 2-3 caractéristiques, mais vous pouvez également prendre mon ADN, vous pouvez prendre certains de mes gènes, et là c'est très important en termes de recherche, j'allume tel gène, j'éteins tel gène, si j'éteins, je vois comment mon jumeau numérique va évoluer dans le temps, si j'allume tel autre, j'y vais aussi. Là, il faut pour le coup des algorithmes d'une efficacité redoutable. Alors oui, de nouveau, il faut faire attention à ce dont on parle. Le jumeau numérique, c'est quelque chose qui caractérise, c'est la quantité de données qui va caractériser un individu à un temps donné, rapporté à une population. C'est-à-dire, si je vous dis, mon fils à 8 ans et demi mesurait 1,40 m, vous êtes bien content, et alors ? Sauf que si vous ouvrez le carnet de santé et vous regardez, là vous allez me dire, dis donc, il est vachement grand ton fils. Ma pauvre, dans 4 ans, il est plus grand que toi. Ce qui est vrai. Non, mais c'est Pourquoi vrai. ma pauvre ? Et en fait, c'est exactement ça. Le jumeau numérique, c'est pas simplement la donnée individuelle, c'est la donnée individuelle rapportée à une population qui permet de prédire, qui permet aussi de prédire quelque chose qui pourrait arriver. Prenez mes malades d'Alzheimer, on sait qu'ils ont une évolution qu'on a caractérisée de manière assez fiable. Les mêmes courbes de croissance. Maintenant, j'ai un patient qui arrive, Alzheimer, il n'y a pas de traitement, je suis capable sous 4 ans de prédire exactement quels seront ses scores cognitifs, avec une fiabilité qui a été prouvée. L'idée aussi, c'est de dire maintenant, je mets un traitement en place. Ce traitement, je vais l'évaluer sur la différence entre la dynamique théorique et la dynamique observée. Ça veut dire qu'on en vient maintenant, alors le Graal ultime, il n'y a plus de bras placebo. Le jumeau numérique sera le placebo du patient traité. Et on verra à quel point il a dévié de la courbe théorique et donc ses pertes cognitives sont moins fortes. Et du coup, on sera en capacité d'évaluer que le médicament a eu tel effet sur tel score. Donc ça, c'est les jumeaux numériques. Sur les patients artificiels, ce qu'on est capable de faire, c'est effectivement d'allonger des trajectoires aussi, mais de nouveau, toujours avec cette idée de modèle plus complexe, où on n'est pas capable d'écrire la trajectoire. Ça, c'est un petit peu différent. Et j'ai oublié le reste de votre question. Non, mais c'est pas grave, on a dévié, on était sur les gènes, thérapie génique ou autre, où on ouvre pas mal de possibilités. Sur la génétique, on n'a pas encore fait les modèles. Ça va être des modèles plus complexes, parce qu'il faut prendre en compte le fait que ce n'est pas simplement la présence ou l'absence d'une mutation, c'est l'expression génétique, c'est la régulation
entre les gènes, avec les protéines. Donc il y a quand même énormément de choses à prendre en compte. Et ça va nous demander un petit peu plus de méthodologie parce que de nouveau, on se place dans un cadre où on a peu de données. Et ça, c'est ça qui m'amuse en tant que mathématicienne, c'est le challenge, parce qu'évidemment, si on avait toute la population qui était séquencée, en fait, on s'en ficherait. Là, l'idée, c'est j'ai une maladie génétique, j'ai une maladie rare, je vais avoir un petit échantillon. Qu'est-ce que je peux faire quand même avec un petit échantillon? Pas ultra rare, hein. Je pense qu'on n'y arrivera pas. 10, c'est pas possible. Mais j'ai 50 patients qui souffrent de cette maladie génétique. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est à la fois fascinant, enthousiasmant, et on peut aussi avoir après tout un mouvement de recul en vous écoutant, en disant « ouais, bon, est-ce que tout ça est si vrai que ça finalement dans la réalité ?» Et Fabrice Ferré, je rappelle que vous êtes médecin, réanimateur au CHU de Toulouse. Vous avez travaillé avec Jean-Louis et Stéphanie sur la rédaction d'un livre blanc sur l'usage des données artificielles en santé. Donc, vous connaissez extrêmement bien tous ces travaux. Et surtout, vous avez voulu démontrer que les résultats obtenus par une cohorte numérique étaient proches de résultats obtenus par une cohorte de véritables humains, de chair, d'os et de conscience, j'ai envie de dire. Alors, expliquez-nous comment vous y êtes pris et à quoi on arrive dans ce cas-là. Déjà, oui, merci beaucoup d'être là, c'est un vrai plaisir. J'avais envie de rebondir sur chacune de vos interventions. Je me retiens depuis tout à l'heure. Juste un mot sur le jumeau numérique, ce modèle mathématique mécanistique qui est intéressant. Statistique, mais bayésien. Soyons précis, Fabrice, Ouais, soyons précis. Je ne fais pas du mécanistique. En fait, si je veux parler mathématiques, il faut que je fasse attention parce qu'on a quand même... Non, c'est pas mathématique, c'est sémantique là aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord pour dire que... Le jumeau numérique peut être mécanistique, mais c'est les nôtres, ils sont... Ah non, mais moi je parle du jumeau, justement, je parle du jumeau numérique qui ne sont pas les nôtres. Ah mais les miens, les anciens, ils étaient statistiques. Si vous commencez à avoir des débats comme ça tous les deux, le public va se dire mais est-ce que c'est vraiment fiable leur histoire? Si on reprend la courbe de croissance dont elle parlait tout à l'heure, et notamment de son fils qui fait 1m40 à 8 ans et demi, je te félicite. Si on ne met pas dans l'équation, si on n'intègre pas, par exemple, que son fils a une intolérance au gluten, par exemple, eh ben on peut se planter sur la prédiction de sa taille future. Donc ce que je veux dire, c'est que pour ces jumeaux-là, ces jumeaux numériques-là, ça dépend aussi des paramètres qu'on met et des paramètres d'équation qu'on met dans le modèle. Ce qui est moins vrai, en fait, finalement, pour les modèles mathématiques statistiques de patients artificiels sur lesquels Stéphanie travaille et qu'on a donc appliqué au domaine de la santé sur des données cliniques tabulaires et plus seulement sur des données d'imagerie. Alors j'en reviens tout de même à ma question de base. Est-ce que ce que vous démontrez sur votre tableau Excel avec des équations à 56 milliards d'inconnus se révèle dans des cohortes réelles de patients? Avant de répondre à votre question, je fais un dernier mot sur l'enjeu de ces cohortes de patients artificiels. Pour nous, soignants, éventuellement chercheurs, c'est fondamental. On en discutait tout à l'heure à table. Il y a 55% des études qui ne vont pas au bout à cause des difficultés de recrutement, ce qui fait qu'on n'est pas en capacité de démontrer ce qu'on avait supposé, de confirmer nos hypothèses par manque de puissance statistique. Et je pense que les patients artificiels vont permettre d'arriver au terme de nos études et donc de faire des découvertes et donc de faire progresser la médecine. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Maintenant, alors la question maintenant, est-ce que quand on cherche en réalité, on arrive à prouver que ces cohortes numériques ont les mêmes fiabilité, résultats, impact que sur des patients réels ou des cohortes réelles? Alors c'est effectivement ce qu'on a fait avec des patients issus d'une cohorte d'anesthésie. Donc c'est une phase encore une fois de validation et de preuve de concept. Mais on a voulu montrer qu'en partant de 500 patients réels, 520 pour être exact, on était capable de générer des cohortes de patients artificiels en utilisant les auto-encodeurs variationnels de Stéphanie pour en créer 5000 ou 10 000. Et après, on s'est intéressé aux données de ces patients artificiels qui viennent compléter la cohorte de patients réels. Et on s'est assuré que ces données étaient consistantes, c'est-à-dire qu'elles étaient fidèles, c'est-à-dire qu'elles reprenaient les caractéristiques des patients réels en intégrant la variabilité interindividuelle. Et effectivement, on a réussi à le démontrer, notamment en utilisant de ce qu'on appelle des scores de fidélité, de corrélation des variables numériques, de stabilité des variables catégorielles et numériques. Et les scores de fidélité étaient excellents, autrement dit, les données étaient consistantes. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, si jamais je dis des bêtises, tu me corriges. Hein. La deuxième étape, c'est celle qui me met toujours un peu mal à l'aise de les mettre en défaut. Mais... sur la similarité, justement, donc du coup, sur la confidentialité. C'était
quand même d'être en capacité de s'assurer que les patients artificiellement générés étaient suffisamment différents des patients réels, d'ailleurs pour qu'on ne puisse pas réidentifier des patients réels à partir des patients artificiels nouvellement générés. Et donc on s'est intéressé à la distance mathématique euclidienne des données des patients artificiels, la distance qui existe entre les données artificielles et les données réelles. Et les données étaient suffisamment distantes pour que les patients réels ne soient pas identifiables à partir de leurs données artificielles. Donc là aussi, il n'y avait pas finalement de similarité. D'accord ? Et Voilà. dernière chose quand même, et c'est ça qui me met plutôt mal à l'aise, c'est que quand on leur en donne des vrais et des faux, ils ne sont pas capables de savoir qui est vrai, qui est faux. Alors c'est ça qui est bluffant, c'est-à-dire qu'on arrive avec des résultats qui sont les mêmes entre cohortes, qui sont si fiables entre cohortes artificielles et cohortes réelles entre guillemets. Et lorsque vous demandez à des professionnels, d'autres chercheurs ou d'autres professeurs médecins de regarder une fiche X de Monsieur Dupont, il n'est pas capable de savoir si on est sur un patient virtuel ou un patient réel. C'est exact, c'est correct. C'est ce qu'on a appelé une tâche de catégorisation. On a pris 3 médecins experts dans le domaine de l'anesthésie. On leur a filé un échantillon de patients réels et artificiels, mêlés les uns aux autres, et on leur a demandé de catégoriser ces patients en réels ou artificiels. Eh bien, on s'est planté. C'est-à-dire qu'on n'était pas capable, et je faisais partie de cette cohorte de médecins, on n'était pas capable de dire avec fiabilité, avec précision. D'ailleurs, l'agrément entre nous était catastrophique. On n'était pas d'accord entre nous, on n'était pas capable de dire si les patients étaient réels ou artificiels, ce qui renforce la plausibilité de ces données artificielles, de ces patients artificiels. Vous êtes chercheur, vous êtes mathématicien, en tout cas vous vous rapprochez de Stéphanie Alassonnière, vous êtes d'abord aussi soignant. Et tout comme Nouria nous rappelait tout à l'heure, n'oublions jamais, tout ça c'est fait au service de personnes qui sont malades, qui souffrent et qui attendent qu'on leur trouve un traitement déjà pour vivre ou bien pour guérir de leur maladie. Les recherches sont de plus en plus difficiles à trouver. Les maladies, au contraire, auxquelles on peut s'adresser sont de plus en plus importantes, mais quitte à être parfois sur des petits échantillons. Et vous avez, vous aussi en tant que chercheur, des idées d'application très concrètes de ces nouvelles méthodologies de recherche à des objectifs de recherche que vous voudriez faire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur quelle thématique précisément ? Alors, effectivement, du coup, les idées se suivent, se succèdent, mais c'est vrai qu'on l'a abordé tout à l'heure, par exemple pour les maladies rares, ou en tout cas les patients qui sont sous-représentés dans les études. Ceux qui, finalement, ont, encore une fois, une maladie qui est peu fréquente. Eh bien, on se dit que de créer des patients artificiels à partir de patients réels qui ont cette maladie de façon très occasionnelle ou rare, ça pourrait être intéressant. Donc je peux vous parler d'un exemple concret. Donc il se trouve que je travaille donc en anesthésie, en chirurgie orthopédique et traumatologique, et donc on a dans notre cheptel de patients, on a notamment des patients atteints de fracture du col du fémur. Donc ça, la fracture du col du fémur, c'est quelque chose de fréquent, c'est 70 000 opérations par an en France pour fracture du col du fémur. Donc du sujet âgé, évidemment. Par contre, dans ces 70 000, il y en a un petit échantillon qui a ce qu'on appelle un rétrécissement aortique serré, autrement dit un rétrécissement serré d'une valve cardiaque, en l'occurrence la valve aortique. A priori assez loin du fémur quand même. Oui, finalement c'est relativement indépendant, quoique quand on tombe et qu'on se casse le col, c'est le témoin d'une fragilité, et peut-être d'ailleurs d'une fragilité cardiaque. Et on se dit que ces patients-là, parce qu'on a aussi des données rétrospectives pour le dire, mais qui mériteraient d'être répliquées à plus grande échelle, on se dit que ces patients-là pourraient bénéficier d'une dilatation de leur valve rétrécie avant d'être opérés de la fracture du col. Donc tout ça en urgence. Et en fait, on n'arrive pas à lancer l'étude, tout simplement parce que l'incidence fracture du col plus rétrécissement aortique serré est tellement faible qu'il faudrait faire du multicentrique. C'est-à-dire avoir des patients dans plusieurs hôpitaux, plusieurs sites de France qui accepteraient de participer, qui auraient la compétence pour dilater ces valves, par exemple. Tout le monde ne l'a pas. Et avec les difficultés de recrutement qu'on connaît, on sait probablement qu'on n'arriverait pas au bout. Et moi, je me dis, par exemple, que d'avoir un échantillon, un petit échantillon de patients réels qui est concerné par cette dilatation, faudra-t-il déterminer le N suffisant pour y arriver et de les augmenter en artificiel avec, encore une fois, un bras contrôle et un bras dilatation pourrait nous permettre de confirmer cette hypothèse d'une amélioration du pronostic et de la mortalité de ces patients avec une dilatation.
Les haltères, vous voyez, pour vous qui dirigez l'agence d'innovation en santé, là on est sur des méthodologies totalement innovantes, mais pas si récentes, parce qu'il y a quand même beaucoup d'années de travail de Stéphanie, mais d'autres chercheurs, bien entendu, sur toutes ces thématiques, et de modèles statistiques, mathématiques et... Génératif. Merci. Qui ont été comment générés et qui sont aujourd'hui dans la littérature. On a vu que la FDA a reconnu 2 études menées sur des cohortes numériques, alors qui sont toutes simples. Pour la France, c'est quand ? Alors déjà merci, je suis très très honorée d'être à cette table ronde avec des experts bien plus compétents que moi. Peut-être juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, pourquoi déjà l'Agence de l'innovation en santé s'intéresse-t-elle à ces enjeux des nouvelles méthodologies en recherche clinique ? Tout simplement parce que je voudrais rappeler ce que c'est pour nous une innovation. Ce n'est pas du tout le caractère de nouveauté qui nous intéresse, mais c'est le caractère de l'impact qui va être attendu sur à la fois les patients, les professionnels et le système de santé dans son ensemble. Et je pense qu'avec le sujet de la recherche clinique qui nous intéresse, parce que nous sommes une structure interministérielle, comme je l'avais évoqué hier, donc rattachée à Matignon, mais en lien avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Santé et de l'Industrie. Ce sujet des nouvelles méthodologies de recherche clinique, il est vraiment à la frontière de ces différents enjeux. Et surtout, il répond à un problème de santé publique majeur, on l'a évoqué, c'est qu'on est un petit peu aujourd'hui à la croisée des chemins, où on a effectivement un foisonnement de technologies de santé innovantes, du médicament, mais aussi de l'interventionnel, des dispositifs numériques, non numériques, avec également une médecine de plus en plus prédictive, personnalisée, donc qui va toucher aussi, qui va s'attacher à traiter, encore une fois de façon quasiment personnalisée les patients, donc qui va concerner des échantillons de plus en plus petits, parfois de patients, y compris en oncologie. Donc il n'y a pas que les maladies rares qui sont concernées, mais aussi le champ de l'oncologie, avec des populations également de plus en plus difficiles parfois à recruter. Ça peut être des patients très âgés, on l'a vu sur les maladies neurodégénératives, ça peut être des enfants, ça peut être des femmes le cas échéant, bref. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a un enjeu par ailleurs à accélérer parce que ces innovations, elles foisonnent et on a envie très rapidement de savoir quel est l'impact réellement en termes de bénéfices cliniques, d'efficience des soins et autres. Rapidement, vous l'avez dit en plus. Le plus vite possible, en tout cas. Voilà. C'est un enjeu qu'on a de mettre au bénéfice des patients les innovations à plus fort impact. Donc, il faut, et ça c'est le nerf de la guerre, vous m'avez entendu le dire hier, démontrer la valeur. Et la démonstration de cette valeur, elle doit être en capacité à la fois de rassurer sur les enjeux de sécurité, bien évidemment, mais aussi de démontrer la taille des faits et l'impact clinique, notamment pour les patients. D'où notre intérêt sur tout ce qui peut contribuer à accélérer la recherche, puisque c'est l'étape la plus chronophage dans le développement d'un produit de santé. Il faut aujourd'hui 15-20 ans parfois pour passer du stade de la recherche à l'acte thérapeutique, le cas échéant, à destination du patient. Donc on s'intéresse à tout un tas de choses pour accélérer la recherche. Évidemment, les délais, on entend beaucoup aujourd'hui les enjeux de simplification administrative, réglementaire et autres. On parle aussi de la nécessité d'inclure les patients plus rapidement en décentralisant et digitalisant la recherche, mais ça passe aussi par ces nouvelles méthodologies de recherche clinique. Et donc on est effectivement, alors au-delà de l'animation de groupes de travail, etc., on essaie vraiment de faire avancer le débat, puisque l'enjeu derrière le développement de ces nouvelles méthodologies, c'est aussi ce que vont en faire les autorités de santé. Et si aujourd'hui la doctrine d'évaluation des autorités de santé n'évolue pas en matière de prise en compte de ces nouvelles méthodologies de recherche clinique, le problème sera toujours le même, c'est-à-dire qu'on mettra toujours autant de temps à démontrer l'impact et ensuite à rembourser ces produits de santé. Donc pour ça, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, pour répondre à votre question, c'est, j'allais dire, la démonstration de la démonstration. C'est-à-dire la démonstration de... Donc on n'a pas assez de publications, on n'a pas assez d'études dessus. Alors, j'ai pas dit ça, j'ai dit qu'aujourd'hui on a besoin de montrer très concrètement, de la même façon qu'on le fait pour un médicament, vous avez un bras placebo et un bras traité, c'est la même chose pour les nouvelles méthodologies. Il va falloir qu'on arrive à montrer que, j'allais dire, un essai construit sur la base classique d'un essai clinique contrôlé randomisé avec soit un placebo, soit un traitement comparateur, fait
aussi bien qu'un essai clinique avec un bras synthétique, par exemple. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, par exemple... Plutôt l'inverse, qu'un bras synthétique fait aussi bien qu'un essai conduit classiquement avec un essai clinique contrôlé randomisé. Mais quand on voit, par exemple, que la FDA a déjà reconnu des études de ce type aux États-Unis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a encore pris 10 ans de retard ici? Non, pas du tout. Ça veut dire que... alors, il faut voir un petit peu précisément ce qu'il y avait dans cet essai FDA. Je pense que Stéphanie pourra en dire un mot, mais... ce qu'il faut voir, c'est que tout ça est à contextualiser aussi. On ne parle pas de la même chose quand il y a un enjeu de sécurité ou pas d'enjeu de sécurité. Voilà, encore une fois, c'est à contextualiser. Nous, ce qu'on essaie de faire maintenant pour avancer et pour permettre à la fois à la HAS et à l'IME, notamment pour ce qui nous concerne au niveau européen, d'avancer dans cette compréhension et ce caractère de réassurance finalement par rapport à ces nouvelles méthodologies, c'est de dire, voilà, y compris sur la base de données rétrospectives, voilà ce qu'a fait un essai clinique classique, voilà ce que peut faire un essai clinique augmenté ou avec de la simulation ou avec un bras synthétique par exemple. Et là-dessus, on va lancer prochainement un appel à manifestation d'intérêt qui permettra à des porteurs de projets, que ce soit industriels ou académiques, de contribuer à démontrer cette valeur. Et d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on travaille étroitement avec Jean-Louis et Stéphanie, et on espère pouvoir lancer les choses rapidement. Nouria, je sais que cet aspect de preuve justement et de publication pour vous en tant qu'industriel est aussi un aspect vital. Oui, tout à fait. C'est vrai que aujourd'hui, nous, on a décidé de débuter par cette étude qui vise à prouver l'intérêt d'un protocole de soins médicament dermocosmétique versus un médicament, car d'un point de vue réglementaire, nous avons sans doute plus de possibilités et de marge de manœuvre. Et ça sera pour nous ensuite une étude que nous allons publier pour prouver effectivement que par rapport à d'autres études que nous avons fait sans bras virtuel, eh bien, nous sommes sur une vérité, et une accélération des études et des données qui sont reproductibles. Je reviens aussi sur ce que tu as dit, Lise, sur cette notion de médecine de précision. Dans les maladies rares, nous allons chercher de la médecine de précision. En l'oncologie, de plus en plus dans la médecine de précision. Si je prends l'exemple du cancer du poumon, qui est le troisième cancer le plus fréquent en termes d'incidence en France et celui qui cause le plus de mortalité, nous sommes aujourd'hui sur un arsenal thérapeutique pour les patients qui a explosé sur ces dernières années, de la chimio à l'immunothérapie, aux thérapies ciblées. C'est juste incroyable. Le patient va avoir aujourd'hui beaucoup de possibilités. Le médecin doit choisir quelle est la bonne possibilité pour son patient. Alors, ça semble facile, mais c'est quand même compliqué pour le médecin parce qu'il doit savoir que son patient a un cancer du poumon, il doit savoir quel cancer du poumon il a, quelle mutation génétique il a qui a induit ce cancer du poumon. Et c'est en fonction de ça qu'il va ensuite lui donner le traitement le plus adapté. Et aujourd'hui, nous, en tant que laboratoire Pierre-Fabre, membre fondateur de la FIAC, qui est une filière qui vise à développer l'intelligence artificielle pour améliorer l'accès aux soins dans le cancer, nous travaillons actuellement sur un projet qui va analyser les données de patients qui sont atteints de cancer du poumon, utilisant des techniques d'intelligence artificielle, de machine learning et de lecture du langage, adaptation du langage, pour pouvoir mapper les différents parcours de soins et associer le parcours de soins du patient avec son espérance de vie. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Regarder quel parcours de soins donne plus de chances versus un autre. Qu'est-ce qui a fait que dans ce parcours de soins, il y a une rupture quelque part qui fait que finalement le patient a eu moins de chances? Et ainsi, on va pouvoir derrière, effectivement, essayer de faire en sorte que les patients aient le bon parcours de soins. Donc, je crois vraiment que cette médecine de précision, c'est l'avenir. Les études doivent nous permettre de prouver que c'est intéressant et la technique aujourd'hui et les nouvelles technologies doivent nous permettre à les faire amener plus rapidement chez les patients. C'est assez fascinant tout ce qui est en train... Pardon, Fabrice, allez-y. Non, mais je voulais juste rajouter quelque chose parce qu'effectivement, c'est tout à fait passionnant. Et faire le lien du coup avec les données de santé et les entrepôts de données de santé dont on a parlé ce matin, et notamment maintenant notre capacité à comparer les caractéristiques d'un patient à l'immensité de la mémoire collective, parce que c'est ce que permettent les données de santé massives, tout en sachant qu'il est très difficile d'avoir des données de santé qui sont de qualité, qui sont bien labellisées, qui sont raffinées. Et parfois, c'est ce à quoi on s'expose avec des entrepôts qui sont finalement pas tellement qualitatifs. Et finalement, générer
des entrepôts de patients réels / artificiels par les augmentations de données de santé pourrait permettre, en partant d'un plus petit échantillon de patients pour lesquels les données sont très bien renseignées, très bien structurées et très bien raffinées, permettrait d'avoir des entrepôts qui sont du coup fiables et qui pourraient être comparés aux caractéristiques des patients et donc identifier des trajectoires très... Vous avez raison. Ce projet dont je parle avec la FIAC, l'enjeu majeur que nous avons, c'est d'aller trouver ces données de ces patients pour pouvoir mapper les différents parcours de soins. Et c'est l'enjeu majeur sur lequel on travaille actuellement. Parce qu'une fois on aura la donnée, on saura mapper, on saura lire les différentes données, on saura regarder lequel donne plus de chances de survie à quel patient. Mais effectivement, les données virtuelles pourraient énormément nous aider pour justement extrapoler si, de façon plus générale et plus massive, le parcours de soins en question est le bon pour nous. Mieux vaut partir d'un petit échantillon de données réelles fiables augmentées que d'avoir des énormément de données qui sont pas structurées. fiables. Jean-Louis, tu voulais compléter? Oui, je voulais compléter parce que là, on parle médecine, évidemment, et puis on l'a tous dit, ce qu'on fait, c'est pour les patients, évidemment. Mais pas que. Il y a un enjeu énorme de compétitivité pour l'Europe et pour la France. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, parce que, en fait, il y a un certain nombre d'autres pays qui s'intéressent à ça. Par contre, en France et en Europe, mais en France en particulier, et Université Paris-Cité, l'équipe de Stéphanie Lassonnière a été à la pointe de tout ça. Et donc, du coup, il ne faut pas perdre cette avance. Et je voulais compléter en disant que ce qui est merveilleux, c'est cet ancrage territorial, parce que quand même, toute la thématique de ces journées, c'est le territoire. Le territoire, c'est quoi? C'est évidemment pouvoir offrir aux patients du territoire et aux professionnels de santé du territoire une médecine de qualité qui, pour les uns, permettent de les soigner et pour les autres, permettent de vivre au quotidien à peu près correctement pour leurs patients. Mais c'est aussi le fait de montrer qu'on est à la pointe de la technologie. Et quand je vois la conjonction qu'on est en capacité de mettre en œuvre avec un gros industriel de la pharmacie, avec évidemment de la recherche qu'on va faire avec un établissement de santé qui est le CHU de Toulouse, dont évidemment on parle toujours, et puis évidemment des compétences qu'on est allé chercher sur des équipes parisiennes, et puis le fait que des gens comme l'AIS s'intéressent à ce qui se passe et puis poussent sur ce qui se passe ici et que nous, on soit capable d'aller chercher des talents puisque nos technologies sont développées ici avec l'aide des clusters, notamment ici, je trouve que ça, c'est à signaler parce que la thématique, c'est ça et ne l'oublions pas. Et la concurrence est forte et rude dans la matière. On arrive à l'issue de cette table ronde. Je voulais vous poser une toute dernière question. Vous avez peut-être trouvé ingénu, naïf, voire hors de propos, mais le littéraire que je suis ne peut s'empêcher de la poser. On a beaucoup parlé d'entrepôts de données, d'entrepôts de patients virtuels, de tableaux Excel, de choses tabulaires. Mais je veux dire, et la conscience dans tout ça, je veux dire, quelle est la conscience dans un patient virtuel? On sait qu'il y a un aspect psychologique dans la guérison, dans la maladie. On sait qu'il y a d'autres facteurs qui, eux, sont moins quantifiables, moins mesurables, mais qui existent et qui agissent. Est-ce que ces facteurs ne disparaissent pas totalement dans le cadre de patients virtuels totalement issus de tableaux Excel? C'est là où il faut garder un regard très humble du côté des méthodologistes comme moi. C'est nous, on apporte un outil d'aide. On ne chassera jamais les médecins de leur position de sachant et la vision holistique que eux vont avoir va rester fondamentale. Il y a à plein d'endroits, on va toujours avoir besoin des médecins. Au moment des recrutements, il faut écrire le protocole et donc quelles données on va collecter. Il n'y a qu'un médecin qui peut vous dire quelles sont les données pertinentes. Et s'il faut rajouter une donnée de qualité de vie, s'il faut rajouter une quantification de bien-être ou de facteurs psychologiques, on le mettra dans les données. Après, on aura les données. Nous, ce qu'on fera, c'est qu'on créera les cohortes augmentées. On fera les études, les tests statistiques sur les cohortes augmentées, mais à la fin, devant le patient, c'est toujours le médecin. Donc quand il y aura une décision qui aura été prise de donner ou non telle ligne de traitement, ça ne sera jamais un algorithme qui prendra la décision. Ce sera un outil d'aide. Il ne faut pas oublier que les essais cliniques classiques génèrent ces biais aussi.
Parce que quand vous décidez d'autoriser un traitement sur la base d'un essai clinique, la transposabilité parfaite à la population générale, elle se discute aussi. Donc je pense qu'il faut aussi bien réaliser ce que c'est qu'un essai clinique. C'est encore la transposabilité aux patients qu'on a en face de nous, Exactement. Qui n'est peut-être pas finalement tellement représentatif de l'échantillon qui a été analysé. Donc mais juste pour revenir là-dessus, effectivement, des scores de qualité de vie, des scores émotionnels, de confort, de récupération, tout ça, c'est des scores qui existent et qui sont réalisés en pratique courante pour bien, si je puis dire, catégoriser nos malades. Après, il faut évidemment, la dimension humaine est fondamentale, et merci Stéphanie d'avoir rappelé que en tant que soignant, on joue juste une partition du soin et que c'est pas plus que ça. Alors sur l'effet placebo, juste un mot, parce que ça c'est des questions qu'on nous pose tout le temps, et c'est vachement important parce que l'effet placebo, alors pour le coup... il existe, mesuré. Non seulement il existe, mais heureusement qu'il existe d'ailleurs, parce que des fois ça évite bien des soins. Évidemment qu'on le prend en compte. Pourquoi ? On l'a dit tout à l'heure, l'idée c'est pas de remplacer la totalité des patients par des patients artificiels, et les patients artificiels qu'on va créer, on va les créer à partir de patients réels qui, eux, auront qui auront emmagasiné cet effet placebo. Donc, on va le reproduire chez nos patients artificiels, c'est évident. Nouria. Je dirais que l'enjeu pour nous tous, c'est de faire en sorte que les traitements innovants arrivent aux patients. Et je suis intimement convaincue que ces données artificielles vont nous permettre de le faire ceci. Il faut juste, comme le disait Stéphanie, intégrer dans le noyau initial de données les bonnes données. Entre autres, celles qui concernent cliniquement la maladie, mais aussi celles qui concernent de façon collatérale l'impact sur l'individu. Et donc, intégrons aussi toutes ces données plus dites peut-être subjectives, mais qui sont importantes et qui peuvent venir à travers les échelles de qualité de vie. Je vous donne l'exemple dans l'acné. On va chercher à calculer le nombre de boutons, la surface, mais aussi la qualité de vie avec une échelle très internationale, le DLQI, qui nous dit comment va le patient. Donc ça existe, c'est possible. Il faut vraiment se lancer, le faire, regarder les données, et s'il y a des choses qui sont imperfectibles, eh bien on les changera, on les fera. C'est pris en compte. Merci, merci pour cette table ronde passionnante. Merci, on peut applaudir nos invités sur cette table sur l'intelligence artificielle et les nouvelles modalités de recherche clinique.